Le siège décidé, le principal problème des Alliés est l'approvisionnement massif en hommes, vivres et munitions. Pour ce faire, ils vont utiliser les ports du sud de la ville, Kamiesh pour les Français et Balaklava pour les Anglais. Tout le transport se fera donc par bateau. Et nul besoin d'avoir peur d'attaques en mer Noire, la marine britannique, déjà puissante, a fait si peur aux Russes qu'aucun bateau n'est sorti de Sébastopol. Pire encore, les assiégés ont condamné l'accès à la rade en y coulant plusieurs de leurs vaisseaux. Bref, si les Russes veulent perturber la logistique alliée, ils doivent attaquer les ports. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ce sera la bataille de Balaklava. Le 25 octobre, face aux 5000 Anglais et Turcs qui défendent le port, les Russes alignent 60 000 hommes et de l'artillerie. Malgré les redoutes et leurs canons, les collines entourant la ville sont rapidement prises. Balaklava semble perdue, et les Russes lancent leur cavalerie, qui fond sur la ville. C'est là qu'intervient le premier des symboles de la bataille. Car alors que les chevaux dévalent la pente, le 93e régiment des Highlanders leur fait face. En ligne de 2 hommes d'épaisseur, calmes, ils ne déchargent leurs fusils qu'une fois l'ennemi à portée. C'est l'épisode de la Thin Red Line. L'organisation de la troupe, la précision du fusil minier et l'intervention express de la cavalerie anglaise repoussent les Russes. Et à ce moment-là, il faut parler du commandant en chef de l'armée britannique, Lord Raglan. À l'époque, il a près de 70 ans. Secrétaire du duc de Wellington pendant les guerres napoléoniennes, il a perdu un bras pendant la bataille de Waterloo. Et depuis, dans sa carrière militaire, quasiment plus rien. C'est donc un vieux général ancré dans un autre temps et particulièrement incompétent sur les bords. Mais un vieux général qui a de l'honneur. Et en particulier, alors que son mentor Wellington n'avait pas perdu un seul canon de toute sa carrière, il ne veut pas voir les canons des redoutes capturées partir à l'ennemi. Pour éviter cela et reprendre les collines, il ordonne alors ce qui restera dans l'histoire comme The Charge of the Light Brigade. Les débats sont encore aujourd'hui nombreux sur qui peut être tenu pour responsable de cette action. Mais toujours est-il que les faits sont là. En effet, la Light Brigade se lance dans la vallée, entre les positions russes du matin et les positions anglaises capturées. Cela fait donc une artillerie ennemie du côté gauche et une autre du côté droit. Ce feu croisé va faire des ravages parmi les unités. Pire encore, au lieu de tourner à droite, la brigade continue vers le fond de la vallée, là où une autre série de canons attend les cavaliers. Bref, la moitié de l'unité est tuée, blessée ou faite prisonnière, pour une action finalement inutile. Sans réel coup d'éclat des deux côtés, la bataille semble un match nul, mais elle remonte ostensiblement le moral des Russes, durement atteint après Alma. Finalement, Sébastopol ne se laissera pas prendre si facilement. C'est alors que les Russes essaient de forcer leur chance. Ils remarquent que la ligne de siège est particulièrement faible sur le côté est de la ville. Tenu par les Anglais, Raglan, encore lui, n'avait pas pu la renforcer, faute d'hommes. Ainsi, face aux 35 000 Russes, les Anglais en alignent à peine 3 000. Mais tout n'est pas rose du côté des assiégés. D'une part, le tsar met une pression conséquente sur les généraux, envoyant ses propres fils assister à la bataille. Et d'autre part, le commandement est donné à des généraux qui brillent par leur nombre de défaites. Tout cela va amener à une des batailles les plus sanglantes de la guerre, Inkerman. Le plan russe est le suivant. Prendre le mont Inkerman, y installer une artillerie et pilonner le camp britannique en contrebas, ainsi que les lignes de siège à l'ouest. Le plan présuppose aussi une attaque selon 3 fronts, et nécessite donc une parfaite coordination entre les armées. Mais de coordination, les Russes n'en eurent pas du tout.
Le 4 novembre au matin, l'ascension commence. Aidés par un épais brouillard, les positions anglaises sont rapidement balayées. La route vers le camp britannique est ouverte. Mais le manque de visibilité, qui pour l'instant a servi les Russes, se retourne brusquement contre eux. En effet, faute de voir leurs officiers, les soldats se répandent bientôt en désordre, pillant les redoutes capturées et n'écoutant qu'à peine les ordres. Ainsi, alors que les Russes avaient l'avantage, les Anglais parviennent à se reformer et offrent une résistance farouche. Toutefois, le nombre d'assaillants étant trop important, on pense bientôt à se replier. C'est alors que les Français arrivent à point nommé, et pas n'importe lesquels, les Zouaves. Contrairement à toutes les autres armées, ils ont l'habitude de se battre en montagne et sont regroupés en très petites unités. Ainsi, malgré le brouillard, la troupe reste très organisée. Dans le camp russe, l'euphorie de la victoire facile laisse bientôt place à la panique totale. Les combats sont féroces sur les monts et à midi, la défaite russe est actée. Les estimations varient, mais environ 15 000 Russes furent tués ou blessés ce jour-là. L'humiliation est totale. Mais les Alliés ne vont pas pouvoir profiter de leur victoire bien longtemps, car le 14 novembre arrive le meilleur allié des Russes, l'hiver. En effet, le soir, un ouragan s'abat sur les côtes de Crimée. Les campements sont détruits et de nombreux bateaux de ravitaillement coulent. Pire encore, faute de préparation suffisante et la croyance chez les officiers qu'après tout, l'hiver russe en Crimée n'est pas si difficile, les hommes manquent de tout, et en particulier de vêtements d'hiver. Pour y parer, un élan national britannique va permettre la confection maison d'une tenue d'un tout nouveau genre qui, transportée jusqu'au port anglais de Crimée, portera son nom, c'est la balaclava, ou cagoule en anglais. Le froid va faire de très nombreuses victimes parmi les belligérants, et les engelures et amputations vont se succéder. Cela, associé aux maladies comme le choléra qui n'en démord pas, et aux sévices de la guerre, met en tension permanente des services de santé déjà fragiles. Les médecins sont désemparés. Ignorant l'hygiène, ils perdent nombre de leurs patients. Ils doivent aussi faire face à des blessures d'un tout nouveau genre, causées par l'artillerie de dernière génération, mais surtout à cause de ces cartouches modernes qui brisent les os de ceux qu'elles touchent. Dans ce combat quotidien, les Français et leur système de santé d'arrière-ligne sont les mieux servis. Au contraire, les soldats britanniques et russes doivent être transportés par route ou par bateau dans des hôpitaux loin du front. Dans ces deux camps, deux figures vont se distinguer. D'une part, Nikolai Pirogov, chirurgien russe de Sébastopol, pionnier dans les règles d'hygiène. Mais surtout, Florence Nightingale, issue des hautes sphères britanniques, qui prend en charge l'hôpital militaire anglais et va s'efforcer de réduire le bilan humain. Toute dévouée à sa tâche, elle prendra l'habitude de visiter les blessés la nuit, à la lumière d'une lampe. Ainsi, encensée par la presse, elle reste dans l'histoire, comme la dame à la lampe. Avec la fin de l'hiver, les conditions de vie s'améliorent finalement. L'approvisionnement en munitions aussi. Malgré la distance, les Alliés sont beaucoup plus efficaces dans la logistique, utilisant leur puissante marine et industrie. Alors que les Russes, à l'industrialisation balbutiante, voire inexistante, doivent utiliser les routes de Crimée, qui bien sûr n'ont jamais été entretenues. Chacun attend, impatiemment, la fin de la guerre. Cet espoir est encore ravivé par l'annonce de la mort de Nicolas Ier. Celui qu'on tient pour responsable du conflit a en effet succombé au chagrin de voir l'héritage de sa famille, qui était l'expansion russe au sud, menacé par ses actions.
Son fils, Alexandre II, réputé plus libéral, lui succède. Toutefois, le nouveau tsar n'acceptera jamais un traité humiliant pour la Russie. La paix va devoir encore attendre. Et quoi de mieux pour la paix que prendre la ville pour laquelle tous se battent depuis si longtemps? Les Alliés amassent alors une artillerie de siège jamais vue jusqu'alors. À partir du 9 avril 1855, et ce pendant 10 jours, ils vont tirer 160 000 obus. Puis, plus rien. Les défenses de la ville sont bien trop solides. En effet, depuis Alma, les Russes n'ont cessé de renforcer leurs fortifications. En particulier, 2 ouvrages se distinguent. Le premier, mineur, est le Grand Redan. Le second, bien plus connu, est la tour Malakoff. Cette dernière est la clé de voûte de l'appareil de défense russe. La prendre, c'est faire tomber la ville. Mais tous savent que sa prise sera extrêmement sanglante. On tente une première attaque le 18 juin. L'assaut se fera au beau milieu de la nuit. Mais il nécessite de traverser un champ à découvert de plusieurs centaines de mètres face aux canons russes. De plus, les officiers français, dans leur incurie totale, ont jugé bon de ne pas faire de bombardement préalable. Bref, la défaite est cuisante et des milliers de soldats majoritairement français meurent dans la bataille. Ce bilan humain catastrophique épuisera d'ailleurs les dernières forces de Raglan, qui meurt peu après. Que faire alors du côté des Alliés? Il serait humiliant de rembarquer maintenant, mais il est tout aussi inacceptable de passer un second hiver sur les bords de la mer Noire. Ainsi, il faut persévérer et apprendre de ses erreurs. Premièrement, la distance bien trop grande entre les tranchées alliées et les fortifications russes doit être comblée. Ainsi, les Britanniques creusent en direction du Grand Redan et les Français de Malakoff. Cette opération a un coût humain exorbitant, les assiégeants perdant jusqu'à 300 hommes par jour. Toutefois, les Anglais ne sont plus qu'à 200 mètres et les Français à 20. Deuxièmement, on se rend compte qu'un bombardement préliminaire est nécessaire. Ainsi, du 5 au 8 septembre, les Alliés lancent 150 000 obus. Les tirs s'arrêtent le matin du 8. Puis, plus rien. Pendant toute la matinée, les Russes attendent et les Alliés ne bougent pas. Que font-ils? À midi, les défenseurs se disent que l'attaque sera dans la soirée et opèrent donc la relève. C'est à ce moment-là, profitant de l'abandon momentané des postes, que les Français et les Anglais se ruent au dehors. Après un combat féroce, Malakoff tombe. Le commandant de la première division française, qui deviendra président de la République, Patrice de MacMahon, s'exclamera alors en des termes qui resteront dans l'histoire. « J'y suis. J'y reste. » Les Russes s'attendaient de toute façon à perdre la ville. Ils venaient de finir la construction de leur issue de secours, un immense pont de près d'1 kilomètre reliant la partie sud et la partie nord de la rade. Le jour de la prise de Malakoff, l'évacuation commence. Et le lendemain matin, la cité est complètement abandonnée. À la manière de Moscou en 1812, les Russes ont donné le soin à certains de leurs soldats d'incendier et d'achever la destruction totale de la cité. Un des officiers en charge de cette gageure, qui sera parmi les derniers à évacuer, gagnera une grande popularité avec le récit qu'il fera du siège. Cet officier, c'est Léon Tolstoï. Il écrira « J'ai pleuré quand j'ai vu la ville en flammes et les drapeaux sur nos bastions. Sous bien des aspects, c'était une journée très triste. » Sébastopol est donc prise. Mais après, la Russie est-elle envahie? Non. Son cœur politique menacé? Non plus. Du point de vue du tsar,
la guerre peut continuer. Mais de nombreuses choses montrent que la lutte doit prendre fin. D'une part, les populations civiles souhaitent ardemment une fin du conflit. C'est particulièrement le cas chez les Russes, Français et Ottomans. De loin, ceux qui ont le plus souffert de la guerre. D'autre part, la perte de Sébastopol entame fortement le mythe déjà fragile d'une Russie invincible. Ainsi, si la guerre persiste, l'Autriche menace de se ranger définitivement du côté des Alliés. Pour éviter la défaite complète, Alexandre II accepte finalement de participer aux négociations de paix. Elles s'ouvrent à Paris le 25 février 1856, montrant l'importance nouvelle de la France sur la scène politique européenne. Les Alliés s'y montrent assez désunis. Les Anglais, voulant une destruction totale de l'influence russe dans le sud européen, s'opposent aux Français, qui tentent de se rapprocher de la Russie. En effet, après l'avoir défait, la France voit en son ancien ennemi un puissant allié capable d'appuyer ses ambitions européennes. En particulier, s'il y a bien une chose que les Français souhaitent maintenant que leur pays a retrouvé sa place, c'est reprendre la Savoie et le comté de Nice. Mais l'Autriche s'y oppose. Le plan français est donc d'aider la révolte du royaume de Piémont-Sardaigne, tandis que les Russes mobiliseront leurs troupes à la frontière, obligeant les Autrichiens à maintenir une force suffisante à l'est. Bien sûr, les Russes, dans un esprit de vengeance de la trahison autrichienne de 1854, acceptent. Ce sont alors les prémices de la guerre d'unification italienne. Celle-ci va mettre à mal l'empire autrichien, jusque-là relativement puissant. Pour ce qui est de l'influence russe au sud, le Congrès décide de lui ôter toute possession autour du Danube. Elle perd donc un tiers de la Bessarabie, qui s'unit à la Valachie et à la Moldavie. C'est la proclamation de la Roumanie moderne. Et les clauses pérennes du traité de Paris s'arrêtent là. En effet, à la faveur de jeux diplomatiques, la marine russe se réimplantera en mer Noire en moins de 30 ans. La pression religieuse permanente du voisin slave sur l'Empire ottoman s'efface certes, mais pour laisser la place à l'ingérence des Occidentaux, provoquant une déliquescence croissante du pays. Et plus grave encore, les Russes vont continuer à exercer une forte influence sur les États balkaniques. Car après cette fête défenseur des orthodoxes, les dirigeants russes se tournent vers les Slaves. Et des Slaves, il y en a dans les deux États mourants de l'Europe, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie. Une autre poudrière se prépare, le briquet cette fois-ci ce sera un pistolet, et le conflit sera plus long, plus meurtrier, plus marquant enfin, à savoir... Si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à une prochaine.